Ok. Bonjour à tous ceux qui sont ici dans l'amphi. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi en distance pour un moment un peu spécial, puisque aujourd'hui ce sera la dernière des causeries. Alors, pour les plus anciens, les causeries, on a commencé les causeries, les premières conférences 2008-2009, on n'était même pas encore ici sur Nanterre, pour se structurer petit à petit, pour mettre en place ce cycle de conférences qui s'est mis en place progressivement. Alors c'était un projet ambitieux de faire entre 25 et 30 causeries tous les ans, tous les mardis de 13h à 14h. Et ça s'est construit, ça s'est très bien construit. Je vous donne juste deux chiffres. Depuis 10 ans, ça fait à peu près juste un peu moins de 300 causeries, 300 conférences. Alors pas 300 intervenants, mais un certain nombre d'intervenants sur des thématiques très variées. Et on a reçu dans cet amphi à peu près 50 000 personnes cumulées. Donc ça fait c'est un beau succès. Donc après 10 ans d'efforts, de rigueur sur ce parcours, on va arrêter les causeries pour renaître bien sûr à la rentrée prochaine sous un mode différent, certainement sous la forme de tables rondes avec des industriels, des entreprises, des anciens, avec des élèves, plutôt en soirée. Donc on vous tiendra bien sûr informé de cette évolution. Donc aujourd'hui c'est la dernière de ce cycle annuel, la dernière depuis le début il y a 10 ans. Et donc je voudrais remercier Héloïse pour tout le travail. C'est elle qui porte maintenant depuis plusieurs années ce programme, et donc qui fait que ça marche. Elle va verser sa petite larme. Merci Héloïse pour tout ce travail, et voilà, à bientôt à la rentrée prochaine pour de nouvelles formes. Alors ça ne sera pas des causeries, mais pour de nouveaux événements. Merci Guénaël. À mon tour, un petit mot. Donc vous voyez, c'est un petit peu difficile. Alors, merci déjà à David Failly qui nous a porté sur ce projet depuis le début. Donc David Failly qui est le directeur régional Île-de-France Centre. Merci aux équipes évidemment qui m'ont soutenu. Donc l'équipe communication avec Pascal, Régis, Robin, l'équipe informatique, Bernard, Michael, Noah, et puis tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui au bout de 10 ans. Imaginez bien qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis. L'équipe logistique avec Aimé et toute son équipe. J'ai une pensée pour Hassan aussi. Et Cécile Duperron qui m'a beaucoup soutenue également sur le côté administratif et les conventions. Une pensée particulière à tous les causeurs aussi, bien sûr, sur 10 ans. Merci Guénaël qui a été là, mon pilier pendant 10 ans, qui m'a fait confiance. Et voilà. Et merci au dernier causeur, Monsieur Nicolas Leménien, qui va conclure avec brio donc ce cycle des causeries. Je rappelle, parce que peut-être qu'il y en a qui nous suivent pour la première fois. Donc les causeries, c'est vraiment un apport de culture générale. On est là pour vous apporter une ouverture d'esprit. Comme vous le voyez, ça a toujours été mon credo. La curiosité est source de richesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la fierté de vous proposer sur la chaîne YouTube à peu près 4 saisons des causeries, donc avec des thématiques différentes, d'actualité toujours. Et puis voilà, vous avez toute liberté, allez vous instruire, revoir des causeries qui vous ont intéressé, aller chercher de l'information pour toujours vous enrichir dans vos projets professionnels et personnels. C'est évidemment pas un discours concernant juste les apprentis. Il y a des tuteurs qui nous regardent, des institutionnels, vos réseaux personnels pour ceux qui ont diffusé le lien tout au long de ces saisons. Mes parents, que je remercie. et voilà, donc vraiment, allez-y, c'est des choses qui vont rester, c'est pour vous. Et c'est vraiment important, même si ça ne fait pas partie de vos cahiers des charges spécifiquement dans votre spécialité. L'idée, c'est de vous apporter une plus-value et d'être la personne qu'on va remarquer, parce que voilà, vous allez avoir une culture diverse avec un panel de thématiques que vous pourriez aborder grâce à ça. Alors j'espère que ça aura touché certains d'entre vous en tout cas.
Donc aujourd'hui, on parle, sujet d'actualité toujours, hein, j'ai envie de dire, la mobilité électrique. Donc là, il y a Axel qui va vous parler de ça beaucoup mieux que moi. Je le remercie vraiment, c'est la première fois pour lui, donc j'imagine que c'est un peu spécial. Et voilà, donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions via le live, j'ai donné les consignes en amphi, mais si vous avez des questions, vous envoyez vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr, causerie au pluriel @cesi.fr, et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Je vous souhaite une très bonne dernière causerie. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien jusqu'au bout? C'est bon comme ça? Sinon, vous faites signe. Effectivement, dans ma présentation, j'ai 2 moments où je m'arrêterai et je pourrais vous laisser la parole largement. Néanmoins, si vous avez des questions, notamment de compréhension dans ce que j'ai raconté, ou pour aller plus loin sur un sujet, vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein. Moi, j'ai rien à vendre. Je suis là à votre disposition pour essayer de vous éclairer sur ce sujet. Je me présente, donc Axel Nicolas Leménien. Axel, c'est le prénom, tout le reste, c'est le nom de famille. Je travaille chez Enedis. Je passerai 1 minute tout à l'heure pour expliquer ce qu'est Enedis au cas où il y en a qui ne connaissent pas. Et juste pour me présenter en quelques mots, moi j'ai eu pas mal de vie dans ma carrière professionnelle. Je suis ingénieur de formation et depuis j'ai travaillé dans l'industrie, notamment automobile. C'est le seul moment où ça a un lien avec le sujet. Pendant 2 ans chez Stellantis, aujourd'hui PSA à l'époque. Ensuite j'ai travaillé dans les télécoms, notamment avec Alcatel Orange. J'ai travaillé en banque assurance. Et je suis arrivé dans l'énergie. Si vous regardez un peu les cours de bourse et les promos, vous voyez que ça suit un peu. C'est-à-dire c'était en fonction de là où il y avait des choses à faire nouvelles. Le fil conducteur dans ma carrière, c'est les transfos, les choses qui bougent, les challenges à relever. Voilà. Et donc les challenges, ils sont bougés entre les différentes industrie au cours de ma vie professionnelle. Et ça sera pareil pour vous, j'espère. Alors, il y en a qui se font plaisir en restant toujours dans le même domaine, mais il y a possibilité aussi de faire autrement. Voilà, vous avez la chance d'être dans une formation généraliste qui vous ouvre plein d'horizons, donc profitez-en, c'est mon conseil. On va parler mobilité électrique. Donc, les premiers sujets que je vais aborder, c'est la mobilité électrique en général. En quelques mots, la transformation du passage de l'énergie fossile à l'énergie électrique pour les transports, c'est une véritable révolution sur plein de sujets. Donc c'est une révolution pour les constructeurs automobiles, c'est pas moi qui vais vous en parler le mieux. On voit ici un certain nombre d'exemples cités. C'est une révolution pour les énergéticiens. Alors là, je suis mieux placé pour en parler. Ce qu'il faut voir, c'est que donc vous êtes au courant que l'Europe a décidé qu'il n'y aurait plus de vente de véhicules neufs en 2035 en énergie fossile. La plupart des constructeurs ont réagi en disant « Moi, je vais arrêter d'en vendre avant cette date. » C'est ça le but du slide d'en bas. Donc on va oublier Volkswagen et Hyundai qui se sont mis sur la date, mais tous les autres ont annoncé qu'ils le feraient avant. Dont un petit, là, ici, qui se trouve être français et qui arrête cette année. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter d'Alpine neuve, il y en aura d'occasion, à moteur thermique dès cette année. Bon, on n'a pas mis Tesla, lui il n'a jamais commencé, mais voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est les volumes. Donc vous voyez, ça c'est les volumes de vente de véhicules. Alors, moi comme je travaille chez Enedis, donc réseau électrique, je m'intéresse 2 types de véhicules, les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides rechargeables, ceux qu'on peut brancher sur le réseau. Les véhicules hybrides non rechargeables, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ne sont pas connectés sur mon réseau électrique. D'accord, ça c'est juste pour être clair. À chaque fois que je donnerai des chiffres, c'est le cumul de ces 2 sources-là. Le deuxième sujet, c'est les camions. Alors, donc la mobilité lourde en général, particulièrement le transport de marchandises. Mais il y a aussi les bus, il y a aussi d'autres mobilités lourdes.
Ce qu'il faut voir, c'est que le véhicule électrique, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de véhicules, je ne sais pas si vous avez ça en tête, hein, il y a plus de véhicules, se sont vendus l'année dernière et depuis le début de l'année, plus de véhicules électriques que de véhicules diesel en France. Alors en France, ça fait un moment, ça a switché en 2022, troisième trimestre 2022, le passage, et 2023, c'est en Europe. Plus de véhicules électriques que le diesel. Alors il y a encore beaucoup moins de véhicules électriques que de véhicules essence, mais l'écart se rapproche. Au niveau des poids lourds, là, il n'y en a pas encore. Hein. Donc dans les carnets de commandes, il commence à y en avoir quelques-uns, mais dans les volumes, on est sur quelques milliers d'exemplaires en France qui se vendent chaque année. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien il y a de poids lourds transport de marchandises en France. J'aurais pu le faire pour le véhicule aussi. Le véhicule léger, c'est 40 millions, hein, à peu près, de véhicules en France, immatriculés. Les poids lourds, c'est 500 000. Oui, ça vous donne des idées. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables en France, c'est quasiment 2 millions. On est à 1,7 million, 1,8 million. Les poids lourds, c'est 10 000, même pas. Ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à il y a 18 mois, 2 ans, personne ne pensait que les poids lourds ils seraient électrifiés avec des technologies qu'on appelle à batterie. C'est-à-dire, je mets une batterie en dessous du camion, là, au niveau du châssis. Je charge la batterie en me connectant au réseau et j'ai des moteurs électriques qui me tractent. Tout le monde pensait que la décarbonation passerait par du biofuel ou de l'hydrogène. D'accord ? Depuis 18 mois à 2 ans, c'est foutu. Il n'y a plus qu'une seule technologie qui est tirée, poussée, tractée par tout le monde. C'est ce qu'on appelle BEV, donc batterie électrique véhicule, donc les véhicules électriques à batterie. Qu'est-ce qui a fait ça ? On pourra en parler si ça vous intéresse, parce que là je parle beaucoup d'électricité, mais si ça vous intéresse, les autres technos, vous venez m'en parler à la fin. Mais en gros, le rendement d'un système avec je charge depuis le réseau électrique, je stocke dans une batterie, je restitue aux roues via un moteur électrique, est exceptionnel et il fait qu'il n'y a pas d'alternatives qui peuvent faire concurrence. Donc, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, lire, si vous cherchez sur Internet encore, et à ce que certains prétendent encore, il n'y aura pratiquement pas de véhicules lourds à hydrogène sur les routes en France dans les 20 prochaines années. Les hypothèses, c'est entre 3-4%, c'est nos hypothèses à nous, et les plus optimistes sont à 6-7%. Voilà. Donc intéressant à avoir en tête. Tous les constructeurs s'y sont mis, et tous les constructeurs ont une offre cette année. On peut passer commande d'un véhicule tracteur 44 tonnes, c'est ça, en électrique. D'accord ? Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Hein. 2 ans, il n'y en avait aucun. Donc, évolution du parc véhicule en France, il faut savoir que ça, c'est des sources Enedis, je ne sais pas pourquoi c'est écrit en anglais. On a nos propres projections de prévision de vente. Nos prévisions, elles prévoient à peu près 18 millions en 2035, fameux 2035 de l'Europe. 18 millions de véhicules vont circuler. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on était à 1,7, 1,8. Donc, on va faire x10 en 10 ans. D'accord ? Et nos prévisions, elles sont plutôt en dessous de ce qu'on constate actuellement. Donc, a priori, ça pourrait être un peu au-dessus. On entend depuis quelques mois des sons de cloche. Est-ce que l'électrique est vraiment la bonne solution ? Ça se ralentit, etc., etc. Nous considérons, et les pouvoirs publics français également, que c'est des phénomènes conjoncturels, mais que c'est bien ça qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que ça va être différent dans les 4-5 prochaines années. Après, le reste, c'est un peu plus prospectif. Est-ce que vous avez des questions ? Je continue. S'il y en a qui sont tentés par l'aventure start-up, un petit slide qui va vous intéresser pour voir est-ce que oui ou non la mobilité électrique, c'est un sujet qui attire. Bon, bah voilà, je pense que ce slide, il parle du même. En 1 an, l'année dernière, 2 milliards d'euros de levée. 2 milliards d'euros. Vous avez les entreprises, alors ce n'est pas que des startups, hein, je commence par ABB, et les montants,
C'est phénoménal. Et on aurait pu dire, bon, c'est conjoncturel. Non. Un an après, donc en 2 ans, 4,5 milliards. Donc on a refait 2,5 milliards. Avec un gros trusté par Verkor. Je ne sais pas si vous connaissez. Verkor, c'est une entreprise française qui fabrique des batteries. Donc c'est un de ceux qui va installer une gigafactory en France à Dunkerque. Donc c'est un sujet qui intéresse les entreprises, qui intéresse les investisseurs. Pour pouvoir vendre des voitures, il faut pouvoir les recharger. Et pour pouvoir les recharger, l'immense majorité de la recharge, on est à plus de 80, on est à 80, entre 83 et 88 suivant les hypothèses, se fait à la maison. Donc, 83 à 88% des recharges de véhicules électriques, des gens qui ont des véhicules électriques, rechargent quand ils sont chez eux. C'est un gros changement pour beaucoup de choses, parce qu'en termes d'infrastructure, aujourd'hui, on a 15 000 stations-service en France qui distribuent le gasoil et l'essence. Et ces 15 000 stations-service, demain, elles vont plus servir qu'à moins de 20% de l'usage refueling des voitures, si j'ose dire. Donc ça va faire une sacrée révolution. D'autre part, au lieu de gérer quelques stations-service avec des points de distribution et des camions-citernes, on gère de la distribution partout, chez chacun d'entre vous, chez chacun du place de parking des immeubles où vous habitez, chaque maison dans laquelle vous habitez. Pour nous, c'est un sacré défi. On a quand même ces pourcentages. Alors, 83-88, c'est à la maison. Ensuite, il y a en entreprise. Et après, le reste, c'est ce qu'on appelle des bornes accessibles au public. Donc, c'est quand vous pouvez venir vous recharger à un endroit partagé avec plusieurs personnes. On était assez en retard en France sur l'équipement des bornes accessibles au public. Et on est passé 2e pays européen en termes de nombre de bornes rapporté au nombre de voitures. Et notamment, on a fait un super effort sur les autoroutes, où maintenant, je ne sais pas si vous avez tous des voitures, mais même si vous faites de l'autopartage ou en car, quand vous roulez sur les autoroutes, vous voyez à chaque aire de service des stations de recharge. Ça s'est vraiment généralisé. Et nos voisins qui empruntent nos autoroutes, les Espagnols, les Italiens, tout ce qui est nord de l'Europe, notamment les Belges, les Hollandais, les Anglais, vraiment saluent l'effort qu'a fait la France en termes de taux d'équipement. Et aujourd'hui, ce n'est plus un frein à l'achat pour le véhicule léger. Camion, c'est autre chose. Il n'y en a pas encore. Enfin, si, il y en a une qui a été ouverte sur la 13 en Normandie la semaine dernière, je crois. C'est la seule station pour l'instant accessible au public pour les poids lourds. L'objectif, c'est d'arriver à 400 000 en 2030. Donc, on est à peu près à 118 000 à la fin de l'année dernière et on doit faire x4 d'ici 2030. Ça, c'est un sacré challenge pour nous, j'en parlerai après. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les véhicules électriques, ils sont raccordés au réseau de distribution d'électricité. Sinon, ils ne peuvent pas se recharger. Et j'ai déjà commencé à en parler. J'en ai parlé 3 sur 4. Donc, à la maison, j'en ai parlé. Dans l'espace public, j'en ai parlé, les bornes accessibles au public. Sur les autoroutes, j'en ai parlé. Et le dernier que je n'avais pas cité, c'était les parkings de supermarchés, de cinémas, de restaurants. Et pour tout vous dire, on ne l'avait pas vu venir. Nous, on avait focalisé tous nos efforts sur les autoroutes, la voirie, donc les bornes que vous voyez Paris, là, qui prennent plein de place. Et seules les voitures électriques peuvent se garer. À la maison, bien sûr. Mais en revanche, celui-là, on l'avait complètement sous-estimé. Et aujourd'hui, c'est le plus dynamique. C'est-à-dire que ce qu'on constate dans les enquêtes qu'on fait auprès des utilisateurs, c'est que les personnes préfèrent se charger pendant qu'ils sont en train de regarder un ciné ou de dîner au restaurant, plutôt que de faire 50 mètres ou 100 mètres de plus pour se garer, pas en bas de chez soi, mais un peu plus loin, et laisser charger toute la nuit. C'est une très très forte dynamique en ce moment, et c'est ça qui drive l'essentiel de la borne accessible au public, avec un taux de croissance 2 fois supérieur à celui de la voirie.
Voilà ce que je voulais vous dire en généralité sur la mobilité électrique. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe sur comment la mobilité électrique J'arrive. a influencé notre entreprise que je vais vous présenter? J'avais une question par rapport à l'aspect infrastructure du réseau électrique, à savoir si demain le nombre de véhicules électriques explose, est-ce que le réseau électrique est en mesure d'assumer la demande? Parce que je sais que pendant l'hiver, par exemple, on parlait beaucoup de se restreindre par rapport à l'électricité. Et en hiver, les véhicules électriques consomment plus, parce qu'on doit chauffer la voiture, etc. Est-ce que le réseau électrique peut répondre à cette demande? Alors, d'abord, c'est une question qu'on me pose très souvent. Donc, il n'y a pas que vous qui vous la posez. Et pas mal d'éléments de réponse. Le premier, c'est que d'abord, l'hiver dernier, l'hiver 2022-2023, quand on a appelé à la sobriété parce qu'il manquait de l'électricité, ce n'était pas un problème de réseau, c'était un problème de moyens de production. D'accord ? Donc le système électrique, c'est de la production, de la consommation et entre les deux un réseau. Et il faut que les trois soient dimensionnés au bon niveau pour pouvoir assurer l'équilibre en permanence. Donc du coup, je vais répondre à deux questions. Est-ce que le réseau, on est prêt? Et est-ce que les moyens de production, on est prêt? Sur la partie réseau, ça dépend des pays. Il y a des pays, je vais prendre un exemple, l'Italie, où toutes les maisons se chauffent au gaz ou au fioul. Et donc le réseau électrique, il a été dimensionné pour que l'électricité arrive pour l'éclairage et même pas les plaques, parce que les plaques c'est gaz là-bas, le chauffe-eau pareil, voilà, l'éclairage et 2-3 usages, la télé. Alors là, ils sont en difficulté sévère, parce que quand vous arrivez avec une moyenne d'abonnement vers 3 kW et que vous arrivez avec une borne de recharge qui en fait 7, chaque fois que vous en installez, vous faites x3, ça a un impact sur le réseau significatif. En France, en Norvège, où le mode de chauffage électrique est très répandu, on est à 40% je crois en France, les réseaux ont été dimensionnés pour supporter du chauffage électrique massivement, et donc du coup on a des abonnements qui sont plutôt entre 6 et 9, hein, je ne me souviens plus de la moyenne exacte, mais la majorité des abonnements sont à 6 ou à 9 kg. Et donc quand vous apportez 7 kg et qu'en plus vous chargez à un moment où vous n'êtes pas en train de chauffer, ça se passe très bien pour votre abonnement, et donc sans augmentation de l'abonnement et donc sans augmentation de la taille des réseaux, ça passe. Ça c'est pour le réseau. Sur les moyens de production, donc voilà, donc vraiment la réponse c'est ça dépend. En France, plutôt pas de problème pour 10 ans. J'ai pas dit au-delà. Comment ? Faut pas se chauffer ? Alors, intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'électricité qui arrive en nouvel usage. D'accord ? Il y a 3 choses qui se passent de manière très structurante en France en ce moment, à tel point que les énergéticiens sont en train de dire on est en train de revivre ce qui s'est passé post-46 avec l'électrification de la France. On est en train de le revivre une deuxième fois. Ce n'est pas complètement faux comme image. Il se passe 3 choses. La mobilité électrique, on en parle aujourd'hui. La production décentralisée, donc l'arrivée du photovoltaïque un peu partout, paradoxalement, ça n'aide pas forcément le réseau, surtout quand ce n'est pas au même moment. C'est-à-dire que si vous produisez en solaire à 14h et que vous chargez votre voiture à 19h en même temps que vous mettez votre four, etc., le réseau, il n'aime pas dans les deux cas, en fait. Hein. Il en extrême dans les deux sens. Et puis le troisième, c'est toute la partie électrification des usages. Donc dedans, il y a l'électrification de l'industrie, qui est le premier poste quand même. Et puis ensuite, il y a l'électrification aussi des chauffages avec les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques qui viennent remplacer progressivement les chaudières fuel ou gaz. Effectivement, nous, quand on regarde tout ça pour voir si ça va tenir ou pas. Objectivement, pour vous donner quand même un ordre d'idée, la mobilité lourde, par exemple, qui est le plus gros impact, on a chiffré sur la partie itinérante, c'est pas tout encore, mais de l'ordre de 600 millions d'euros l'investissement dans les réseaux. Donc 600 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Mais nous, Enedis, on investit 5 milliards par an. Et ces 600 millions d'euros, c'est pour les 10 prochaines années. Donc 600 millions à la hauteur d'à peu près 100 milliards,
on va y arriver, quoi. D'accord ? Donc pas trop d'inquiétude. Sur les moyens de production, même réponse, ça dépend. Globalement, ça dépend de pas mal de choses. Comment l'ENR se développe ? Quelles sont les flexibilités qui vont se développer en plus, donc notamment les batteries stationnaires ? Est-ce qu'on va avoir le droit de faire du gaz encore pendant un moment ? Est-ce que les centrales nucléaires vont arriver à temps ? Voilà. Globalement, l'équation, elle n'est pas ultra simple. Et donc, je vais en parler tout à l'heure, il y a un sujet vital pour notre système électrique, c'est le pilotage de la charge, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne, nous, utilisateurs de véhicules électriques, à charger nos véhicules au moment où on a de l'électricité et pas au moment où on se branche. J'en parlerai tout à l'heure. Mais globalement, on est sur... donc, je ne sais pas si vous avez en tête, mais le pic de consommation... Oh non, je ne vais pas dire ça, pardon. La consommation électrique française, aujourd'hui, vous avez une idée ? Non, total, annuel. 400 TWh. RTE prévoit 600 en 2035. Donc on va faire plus 50%. D'accord ? La mobilité électrique légère, 30 TWh. Donc on va passer de 400 à 600, on fait plus 30. On va faire plus 200, dont 30 mobilités électriques. Et la mobilité lourde, un peu moins de 20, à peu près 15. Donc on est à 40-50 à l'échelle de 600. Vous voyez, on est dans les 10%. Donc ce n'est pas ça qui va tuer le système électrique. Bonjour. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, principalement électrique, je prends mon exemple, depuis 4 ans, j'ai presque fait x3 sur ma facture d'électricité pour la même consommation. Est-ce que, du coup, en 2035, avec l'arrêt de la vente de voitures thermiques, on est sûr que les foyers pourront payer la recharge de leur véhicule électrique ? Là, on est d'accord que la question, elle est industrielle, macroéconomique, sociologique. Bon. Alors, la première chose, je vais faire un peu du Jancovici, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que le rendement d'un véhicule électrique est tellement meilleur de plusieurs dizaines de pourcents qu'un véhicule thermique, qu'en termes d'énergie globale consommée, je ne parle même pas de CO2, pour la planète, c'est beaucoup plus soutenable. Donc, collectivement, mais je ne réponds pas à votre question, mais c'est le premier élément, collectivement, pour la société, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher en nombre de kilowatts consommés pour se déplacer, en fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le véhicule individuel où il y a une personne qui est dedans avec 4 personnes autour qui fait 2 tonnes d'acier, etc., d'un point de vue écologique, c'est moyen et ça coûte très cher. D'accord ? Donc, est-ce que c'est le bon mode de déplacement ? La question se pose, quoi, hein. Voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, sur la partie facture électrique, premièrement, la facture d'électricité en France va continuer d'augmenter. Ça, c'est dit, c'est certain et c'est inéluctable. Pourquoi ? Essentiellement à cause du solaire. Parce que le changement d'un système de production ultra centralisé, où j'ai des énormes centrales, quelle que soit la façon dont je produis l'électricité, que ce soit du charbon, du gaz, du nucléaire, on s'en fiche. Des énormes centrales qui distribuent de l'électricité à tout le monde, ça coûte beaucoup moins cher que j'ai de la production partout. D'accord ? Pour le réseau. Le réseau, c'est sur votre facture d'électricité dont vous avez parlé, la partie réseau, c'est 40-45% de la facture. Donc c'est significatif. Enedis va investir 100 milliards d'euros dans les prochaines années, essentiellement pour intégrer le solaire. RTE va investir 100 milliards d'euros dans les prochaines années, essentiellement pour soutenir l'électrification de la France, notamment l'industrie. Et EDF va fabriquer 100 milliards d'euros de centrales nucléaires dans les prochaines années. Donc 300 milliards d'euros, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un paye. Donc la facture d'électricité va continuer à être chère. Malgré ça, ça sera le mode le plus économique de déplacement en dehors du collectif. D'accord ? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est après, là, je ne suis pas calé, mais
indépendamment des lois, le thermique et le pétrole, à un moment donné, il n'y en aura plus assez, quoi, hein. Donc de toute façon, il faut qu'on trouve une solution alternative. Et après, les économies d'échelle qui sont faites en ce moment sur les véhicules électriques, et notamment sur les batteries, une voiture électrique, à peu près 40% de son prix, c'est la batterie, sont phénoménales. Aujourd'hui, quand on achète le kilowattheure de batterie, à peu près la moitié de ce qu'on achetait il y a 1 an. D'accord ? Pour l'usage stationnaire, là, parce que moi je parle quand j'achète. Mais pour l'usage véhicule électrique. Et c'est tiré pas mal par l'industrie automobile qui fait faire des progrès phénoménaux là-dessus. Donc oui, ça sera le moins cher. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Après, est-ce que ça sera soutenable ? Je ne sais pas répondre à cette question. On a beaucoup de questions, donc soit on peut continuer et puis on fera les questions plus tard, ça dépend, il est 30, c'est comme vous voulez. Bah, c'est pour vous, hein. Non, mais on continue les questions ou alors vous continuez la présentation. Bah, s'il y a et on des fait les questions, allons-y. Ok, question par ici. Ah d'accord. Alors, vous avez levé la main, j'arrive. Il y avait quelqu'un juste ici avant. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question sur le smart grid. C'est pour savoir si c'était une technologie qui était implémentée en France ou pas encore. Alors, smart grid, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, c'est les réseaux intelligents. Ça signifie que les réseaux vont s'adapter en fonction des flux en temps réel, de manière à optimiser les flux d'énergie et éviter des coupures ou des investissements onéreux pour rien. Donc, premièrement, Enedis est le numéro 1 des smart grids, selon un truc qui a été fait par le Singapour Institute, je ne sais pas quoi, 2 années de suite. Donc, la France est hyper reconnue sur le sujet. Bon, on a un peu de bol, hein. La vérité, c'est qu'on a ça parce qu'on a quasiment 40 millions de compteurs Linky qui font plein de choses, qui remontent plein d'informations en termes de qualité de l'électricité. Et donc, ils nous permettent de faire plein de choses. Et donc, du coup, on en bénéficie. Et comme on est très gros, parce qu'il y a beaucoup de pays, notamment par exemple l'Allemagne, où les distributeurs sont morcelés, nous, on a la chance, c'est mon point de vue, d'en avoir un gros en France. Bah voilà, du coup, on a plein de moyens et on fait plein de choses. Globalement, oui, ça arrive. Sur le réseau HTA, alors, je vais en parler, ça va me faire une transition. Donc, Enedis, j'avais mis quelques chiffres. J'en parlerai éventuellement après. Juste par rapport à ce que j'ai dit, c'est hyper important que vous ayez en tête la production centralisée, le transport d'électricité, ouais, c'est ça, 400 000, 63 000 volts. Ensuite, ce qu'on appelle la moyenne tension ou la HTA dans notre vocabulaire, 20 000 volts. Et ensuite, donc ça, c'est les postes sources, on appelle ça, c'est la transformation 400 000, 20 000. Et ici, le poste de distribution, 20 380, donc l'équivalent du 220 que vous avez chez vous, mais 3 fois. Donc le BT pour aller à la maison. Sur la partie RTE, HTB, on est au smart grid déjà, à l'échelle européenne. Et c'est très efficace. Les blackouts européens, on n'en a presque plus alors qu'il se passe beaucoup de choses chaque jour. Sur la partie HTA, on n'est pas trop mal. On a de la visibilité, nous Enedis, on a de l'IoT partout. On en a de plus en plus. Je crois qu'on a... on installe un truc genre 20 000 objets connectés chaque mois, je crois, sur ce réseau-là pour surveiller, agir, etc. Sur la BT, on est complètement aveugle. La seule chose qu'on a, c'est les Linky qui nous, quand on les interroge, nous permettent de nous remonter. Est-ce que tu es alimenté ? Oui, non. Est-ce que tu as eu une excursion d'ondes ? Enfin bon, bref, tous les sujets de qualité. Mais globalement, le poste, il est très con là. Tout ce qu'il sait, c'est remonter de l'information et il ne sait pas agir. Et c'est l'enjeu des prochaines années, c'est de faire en sorte, comme on va mettre du PV ici, c'est de faire en sorte que lui, il puisse réagir tout seul. Qu'on ne soit pas obligé d'arriver à une agence centralisée de conduite pour pouvoir agir. Voilà, en quelques mots. Une question par ici. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question par rapport à la prévision de l'augmentation d'achat de véhicules électriques. C'est de savoir si par exemple vous avez prévu aussi une solution de recyclage pour les batteries de ces voitures-là. Parce que c'est bien beau d'en avoir beaucoup, mais qu'est-ce qu'on en fera des batteries si c'est pas recyclable? Alors, 2 choses. C'est pas un problème pour 15 ans. Promis, garanti. Pourquoi ? 1, parce que avec les systèmes de production non pilotables, donc c'est-à-dire solaire et éolien, on a besoin de moyens de flex et donc on a besoin de batteries.
Entre autres, la batterie, c'est le mécanisme de flex le plus efficace. Mais ça coûte très très cher au kilowatt. Donc du coup, toutes les batteries qu'on ne recyclera pas, on va les utiliser pour faire de la flex. Mais on va avoir besoin d'énormément de recyclage. Pourquoi? Parce que si on veut arriver à construire les voitures que je vous ai dit qui allaient arriver, il faut des batteries. Et aujourd'hui, on n'a pas... Parce que la même courbe existe dans beaucoup de pays, notamment européens. Donc on a un besoin de batterie qui est énorme. Et on n'a pas ni la capacité ni le temps de construire les mines pour récupérer les matières premières nécessaires à faire les batteries, notamment le lithium, suffisamment vite pour pouvoir fournir ces batteries-là. C'est juste impossible. Donc on va créer des nouvelles mines, mais ça va prendre 15 ans, etc., etc. Et donc pour les 15 prochaines années, toute batterie qui circule, elle va se faire happer par les gigafactories qui veulent construire des batteries, qui en ont besoin dans l'entrée de leur process de production. Et on a fait des progrès énormes. Alors le on étant mondial, c'est-à-dire les Chinois, on fait des progrès énormes sur toutes les technos pour pouvoir recycler, et ils y arrivent très bien. Il faut qu'on arrive à faire du transfert de technologie dans le sens inverse de d'habitude pour arriver à le faire aussi nous. Parce qu'en plus, on ne va pas emmener les batteries usagées en Chine pour ramener des cellules, quoi, hein. Mais bon, voilà. Donc, pas de souci, au moins pour 15-20 ans. Après, la question d'après va se poser. Et c'est pour ça que les constructeurs de batteries, ils travaillent sur ces sujets-là pour réfléchir à de la densification, c'est-à-dire à faire plus de kilowattheures avec moins de matière et réduire cette quantité de matière qui sera à recycler à moyen terme. Mais pour les 10-15 prochaines années, on est hyper peinard. Une question encore. Bonjour, moi j'aurais une question, c'est plus sur l'aspect social. Que vont devenir les puristes de l'automobile, les passionnés automobiles? Alors, ça fait 25 ans que je bosse et que je fais de la transfo. Donc, il va y avoir des transformations fondamentales sur les métiers, hein. C'est vrai pour beaucoup de secteurs, les pompistes, les garagistes, les mécanos, les constructeurs de moteurs thermiques. Il y a, je crois, 4 ou 5 usines en France qui ne font que construire des moteurs thermiques. Et puis, globalement, les constructeurs, ce qui était compliqué et cher dans une voiture, c'était le moteur thermique. Ce qui était la barrière à l'entrée du fait que des nouveaux entrants type Tesla ou les Chinois ne pouvaient pas construire des voitures aussi bien que Mercedes ou Renault ou Peugeot, c'était la difficulté à mettre au point un moteur thermique. Cette barrière-là tombe. N'importe qui, y compris un Américain qui vend des batteries, il peut faire des voitures maintenant. Ça, c'est un vrai sujet d'économie sociale pour l'Europe, parce qu'en plus l'Europe était leader sur le sujet. Donc on va se prendre un sacré truc dans la tronche. Oui. Et moi, j'ai pas d'autre solution que de dire regardons sur les nouveaux métiers que ça crée et orientons-nous là-dessus. Mais je sais pas dire autre chose, je suis pas économiste. Mais c'est un vrai chamboulement pour beaucoup d'industries. Ça, c'est sûr. Même un truc con, mais le goudron, hein. Le couple d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, ça n'a rien à voir. Donc, à chaque fois que vous démarrez, que vous accélérez, que vous freinez, vous usez davantage le goudron qu'avec une voiture thermique. C'est con, mais il va falloir qu'on progresse là-dessus aussi. Bonjour. Au niveau européen, vous avez dit qu'en 2035, l'essentiel du parc, enfin tout le parc devait être électrique. J'ai lu que le parc devait être électrique et ou avec une source de carburant décarbonée. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les constructeurs s'engouffrent là-dedans? Je pense notamment à Porsche qui mettent beaucoup d'argent et d'études dans ce domaine-là et qui, eux, ont déjà annoncé et communiqué sur le fait qu'ils n'allaient pas faire de l'électrique du moins le plus longtemps possible. Alors d'abord, j'ai pas peur. Deux choses. La première chose, c'est que on a une capacité de production de biofuel qui est limitée et qui ne suffit pas à couvrir les besoins en biofuel qui ne peuvent pas être faits avec de l'électrique. Et donc, le biofuel, il va être fléché sur ces usages-là. Je pense notamment à l'aérien. On ne peut pas rajouter, je ne sais pas combien il faudrait, moi, 5000 tonnes
sur un Airbus pour qu'il puisse fonctionner avec des moteurs électriques, ça décolle pas, quoi. Et donc du coup, comme on a une capacité réduite de production, le biofuel il sera fléché sur ces usages-là et pas sur les usages où on peut faire avec des batteries. Voilà. Là pour le coup, c'est un consensus communément admis, au moins à l'échelle européenne, voire mondiale, sur ce sujet-là. Il y en a qui ont eu un peu de mal à l'encaisser, pas tellement Porsche, mais plutôt les constructeurs de poids lourds, de tracteurs, enfin tracteurs au sens engins agricoles, etc., parce qu'eux, ils comptaient un peu là-dessus et on a commencé à leur expliquer qu'il ne fallait pas qu'ils comptent dessus. Bon. Après, Porsche, il fait ce qu'il veut parce que lui, il peut aller faire fabriquer du biofuel au Chili, le ramener par c'est pas une blague, hein, le ramener par des bateaux dans son port de la mer du Nord, là, et le distribuer à ses clients qui sont prêts à le payer très cher. Donc il y arrivera. Mais il n'y a que lui qui arrivera à le faire, quoi. Renault et je ne sais pas qui est l'autre constructeur qui est plutôt entrée de gamme, il ne pourra pas le faire. Voilà. Et après, il y avait une autre question, mais j'ai oublié. On va continuer la présentation. Donc Enedis, en 2 mots, on est une entreprise industrielle, 38 000 salariés, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est une entreprise qui a une caractéristique, c'est qu'elle est répartie partout en France. C'est un peu le bienvenu chez les ch'tis, là. C'est-à-dire que, comme la Poste, on doit avoir du monde partout. Donc du coup, les gens sont mobiles et ils vont à Cassis ou à Berck. Mais voilà, c'est une entreprise qui est assez sympa, je trouve, au sens où elle est en pleine révolution. Elle passe j'ai des câbles qui sont toujours les mêmes, avec toujours les mêmes usages, et je dois les entretenir, à une entreprise digitale, parce qu'on gère énormément de données. Hein. On a des informations multiples sur beaucoup de choses qui se passent, et on les traite pour optimiser les opérations de notre réseau, plus le fait que on fait en gros plus 50% sur notre réseau dans les prochaines années à cause d'une part l'intégration des ENR et d'autre part la mobilité électrique et l'électrification des usages. Sur la partie, c'est une grosse entreprise, un gros paquebot qui a beaucoup de mal à se bouger et pourtant qui est impacté de plein fouet par cette transition écologique et acteur de cette transition écologique. On est passé entreprise à mission, je ne sais plus, je crois en début de cette année ou fin de l'année dernière. Et notre mission maintenant, c'est agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire, raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. Est-ce que vous savez ce que c'est une entreprise à mission ? Oula ! Les enseignants, il y a du boulot. Entreprise à mission, c'est vachement important hein, de savoir ça. C'est un truc qui est arrivé dans le code européen il y a 5 ans, je crois. Un peu plus. Ça dit quoi ? C'est aujourd'hui, quand une entreprise normale, vous pouvez l'attaquer en justice si vous avez subi un dommage. D'accord ? Donc éventuellement, vous allez chez McDo, vous achetez je dis ça parce que j'en ai vu plein en arrivant tout à l'heure. Vous achetez un hamburger, vous ouvrez, il y a une limace dedans, vous ne pouvez rien dire si vous n'avez pas commencé à manger. Si vous avez mangé la moitié de la limace, vous avez subi un dommage, vous pouvez attaquer McDo. Bon appétit. Entreprise à mission, c'est un nouveau système juridique qui dit, voilà, ma mission c'est ça, n'importe qui peut m'attaquer si je ne le respecte pas, y compris s'il n'y a pas subi de dommages. Donc c'est hyper fort pour une entreprise d'être entreprise à mission. Donc on en trouve assez peu dans les très grosses, il y en a quelques-uns qui ont sauté le pas, et on le trouve plutôt dans les dans les entreprises qui sont dans le monde associatif, etc. Donc, pourquoi je dis ça en introduction ? C'est parce que tout ce que j'ai raconté, tout ce que je vais raconter et tout ce que Enedis raconte n'est jamais dans un intérêt lucratif. Nous, on est dans une entreprise dans laquelle on connaît notre chiffre d'affaires à peu près, à 3% près, à fin février de chaque année. Il n'y a aucune entreprise que je connaisse, que j'ai connue, qui sait ça. Pourquoi ? Parce que notre chiffre d'affaires, il est lié essentiellement à la quantité d'électricité qu'on vend. On vend toujours à peu près la même chose, sauf l'électrosensibilité, c'est-à-dire si janvier, février sont froids ou pas. Donc, du coup, on n'a rien à vendre, on est en monopole. En revanche, on a des convictions, et notamment celle qu'il faut travailler sur le CO2 et qu'on doit être moteur sur la mobilité électrique et pas un frein.
ça fait un peu discours vendeur, machin, etc. Mais sachez que la plupart des pays européens sont en difficulté pour intégrer des véhicules électriques à cause du réseau. Ce n'est pas le cas de la France pour 2 raisons. 1, parce qu'on avait été bien dimensionné, j'ai expliqué tout à l'heure. Et 2, parce qu'on se préoccupe de ce sujet et on agit dessus. Donc on est une équipe de 40 personnes qui est là pour faire bouger l'entreprise. C'est ça notre mission sur le sujet de mobilité électrique avec trois enjeux, on va dire. Le premier, c'est de raccorder au fur et à mesure qu'on nous le demande. Bon, ça paraît bête, mais il faut le faire. Le deuxième, c'est de prévoir ce qui va arriver. Et notamment, c'est tous les observatoires et les calculs qu'on fait pour prévoir précisément ce qui va arriver et comment ça va nous impacter. Et le troisième, c'est de faire bouger l'écosystème là où ça coince un peu. Donc typiquement, on a fait du lobbying très fort auprès des pouvoirs publics en août-septembre, enfin j'ai fait même, de l'année dernière pour faire modifier le projet de loi de finances 2024. Et donc depuis le 1er janvier de cette année, jusqu'à l'année dernière, si vous achetiez une borne chez vous, donc je vous ai dit 80% de la charge chez vous, si vous achetiez une borne chez vous, vous touchiez 300 € de la part de l'État. Depuis le 1er janvier, si vous achetez une borne, si vous installez une borne chez vous, vous touchez 500 € de crédit d'impôt, donc on a augmenté de 200 €, mais à condition que la borne soit suffisamment intelligente pour charger la nuit et pas à 19h. Voilà. Donc, typiquement, ça c'est quelque chose qui ne nous rapporte pas un centime, mais qu'on fait par conviction du fait qu'il faut limiter les investissements à l'avenir et il faut faire en sorte que ça s'insère le mieux possible. L'organisation du pôle mobilité électrique, moi je suis là, je m'occupe de tout ce qui est études et préparation de l'avenir. Ça, c'est pour vous dire qu'on investit pas mal. Donc, je vous ai parlé de 100 milliards. En fait, c'est 94 milliards qu'on va investir d'ici 2040. Sur les 94 milliards qu'on va investir, il y en a 6,5 pour la mobilité électrique. Donc, ça vous donne une idée de la quantité qu'on a pour le renouvelable. Prévision de raccordement cumulé. On s'en fiche. Voilà, celui-là, il m'intéresse. Ça dépend de la première question de tout à l'heure. Ça, c'est si vous pilotez pas. Ça, c'est si vous pilotez. Le jaune, c'est l'électricité. Ce que vous voyez là, c'est la courbe de charge d'une journée typique. Je pense qu'elle doit être en hiver. Avec les sources. Donc le résidentiel. Donc là, vous rentrez chez vous, vous allumez le four, etc. vers 18-19 heures. Le tertiaire. Donc ici, on est dans du tertiaire. L'industrie. Et le jaune, c'est la mobilité électrique. Si on ne pilote pas, on va rajouter 10 gigas de puissance appelée au pic à 19h. 10 gigas, je ne sais pas si vous avez une idée, donc le pic, le record français, c'est 95 gigas. Alors, le plus haut pic qu'on a un jeudi soir d'hiver, en janvier, il faisait très froid à 19h. On était à 95, je crois. 10 gigas, c'est 10 centrales nucléaires. Macron, il a mis 5 ans à en signer 6. Donc, alors je ne sais pas combien ça fait en cycle combiné gaz, en panneaux solaires, ça vous fait la moitié de la France. C'est énorme, d'accord ? Et si on pilote, c'est peanuts. Les vrais chiffres, c'est 2,5 si on pilote, et puis 13-14 si on ne pilote pas. Donc, la France n'a juste pas les moyens de se financer l'équivalent de 10 centrales nucléaires pour financer ce truc-là. Donc, on va être obligé de piloter. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pilotent. Piloter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand je branche mon véhicule, la charge ne démarre pas tout de suite, elle démarre un peu plus tard, au moment où ça nous arrange. Ici, quoi. Ça, c'est un geste que tout le monde doit faire. Donc, personnellement, je vais me battre au cours des prochaines années pour faire en sorte que ça devienne obligatoire. En tout cas, ça devienne général. Que tout le monde, tout ce qui peut être effacé de ce pic-là et du matin, le soit. Parce qu'on n'a pas de bol avec la mobilité électrique. C'est que les gens se branchent quand ils arrivent au boulot et quand ils rentrent chez eux. Donc, les 2 fois, on tombe sur le pic. D'accord ? Enjeu fondamental pour nous et objet de... Donc j'ai publié un rapport vendredi, donc c'est tout nouveau, sur le site Enedis, vous pourrez le retrouver, qui explique tout ça dans le détail, si ça vous intéresse. Dernière chose, je crois que c'est mon dernier slide, ouais c'est ça.
comme je vous ai dit tout à l'heure avec ma blague sur la Poste, on est une entreprise qui est implantée partout dans les territoires. Et à ce titre-là, on aide les collectivités territoriales à établir leur schéma directeur d'implantation de bornes de véhicules électriques au sein de leur commune. Voilà. Et notamment en faisant ce genre de choses, c'est qu'on simule le besoin en points de charge qu'ils vont avoir sur un territoire donné. Je ne sais pas ce que c'est comme territoire, mais on s'en fiche. On vous dit, en 2022, voilà vos besoins, et puis voilà comment ça va se déformer, de manière à ce qu'ils fassent les appels d'offres, ils encouragent les industriels à s'installer aux endroits où ça va être nécessaire. Et ça, on le fait parce qu'on a des capacités d'analyse extrêmement poussées que n'ont pas forcément chaque commune. Voilà. Et dernièrement, ce n'est pas sur le slide parce que ce n'est pas encore complètement sorti. On est en train d'aider cette fois le ministère des Transports à sortir la même chose, un schéma directeur IRVE, mais pour les autoroutes. Jusqu'à présent, il a juste dit, voilà, tous les X kilomètres, il faut minimum tant de bornes. Ça a été fait. Maintenant, on va aller plus loin en disant, à cet endroit-là, il faut tant de bornes, à cet endroit-là, il en faut tant, à tel horizon de temps, de manière coordonnée et intelligente pour que tout se passe bien. Voilà. Typiquement, des petites actions qu'on fait pour vous illustrer un petit peu l'ampleur de la transfo pour notre entreprise de cette arrivée de mobilité électrique. Et deuxième temps de questions. J'arrive. Alors pour ceux qui nous regardent via le live, je rappelle, vous pouvez envoyer vos questions à causerie@cesi.fr. Bonjour. Alors moi, ma question en tant qu'utilisateur de véhicules électriques, ma problématique, c'est la puissance de charge et sous-entendu le temps nécessaire à charger ma voiture. Alors moi, j'ai des voitures première génération, donc je ne suis pas très gâté. Mais quand bien même les voitures, la question en fait sous-jacente, c'est quoi la limite de puissance d'une borne? C'est-à-dire que physiquement parlant, enfin technologiquement, ce à quoi on peut s'attendre dans l'avenir. Ok. Alors, d'abord, comme dans toutes les industries, au début, il y avait plein de normes. Ça a été le cas pour les supports audio. La plupart d'entre vous dans cette salle n'ont jamais connu. Ça a été le cas pour pas mal de sujets. Et puis ça se clarifie. Aujourd'hui, il y a une norme qui s'appelle CCS. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, l'acronyme. C'est une norme européenne qui permet de faire en sorte que vous, avec n'importe quelle voiture, vous alliez sur n'importe quelle borne et vous arrivez à vous charger. Cette norme-là, elle est limitée théoriquement à 400 kW. 400 kW, aujourd'hui, il y a Porsche Cayenne qui doit faire 375. Sinon, les très grosses Mercedes, Volkswagen, elles sont à 300, 250, 300. Et puis, après, vous descendez vite et Zoé, ça doit être 40 de mémoire. 20, alors 20, c'est vraiment première génération. Mais si vous l'achetez aujourd'hui, il faut se dépêcher d'ailleurs parce que bientôt, on ne peut plus acheter de Zoé. Là. C'est fini, c'est collector. Je crois que même que c'est terminé. Là, parce que la R5 arrive fin mai, elle va remplacer. Donc voilà, donc la norme, elle est limitée à 400. Après, voilà. Après, c'est pour les véhicules légers, on va dire, parce que j'ai vu vous avez dit, oui, ça va, je suis large avec 400. Pour les véhicules légers, ça passe. Pour les camions, ça passe pas. Et donc, du coup, ils ont inventé une nouvelle norme qui s'appelle MCS. Donc là, pour le coup, ça veut dire, parce que c'est nouveau, on est dessus, ça veut dire Megawatt Charging System. Et donc, le but, c'est d'arriver au méga. Les premières bornes MCS, elles sont à 800 kg, 600 kg, 800 kg. Et c'est celles qui sont installées actuellement. Donc, je vous ai dit, il y a une aire qui vient d'ouvrir sur l'autoroute de Normandie, là, qui est la première aire en France, à ma connaissance, ouverte au public. Elle est à 600 kg. Voilà. Et ça va être 800 et 1 méga assez vite d'ici 2-3 ans. Voilà. Bon, globalement, ça permet d'aller assez vite, quoi. Après, ce qui va limiter, c'est plus la puissance de la borne, c'est plutôt la capacité de la batterie. Et donc, du coup, le step d'après, ça va être de mettre des batteries, ce qu'on appelle technologie solide, qui permettent une charge plus rapide, y compris à ses puissances. Parce que, en fait, quand vous avez une Porsche Cayenne, au hasard, à 375, je crois, en fait, vous chargez à 375 que 5 minutes, quoi. Après, ça descend très vite, parce que la batterie chauffe et elle va s'user si on la laisse à cette puissance-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des plateaux et de rester à 200-300 watts, peut-être même 400 watts longtemps. Et ça passera par les batteries solides, pas sur le marché avant 10 ans, je pense. Parce que là, aujourd'hui,
tous les industriels qui fabriquent des batteries sont concentrés sur un objectif, produire, pour fournir l'industrie automobile. Une autre question ? Il reste quelques minutes pour ceux qui seraient intéressés. J'arrive. J'ai une question, c'est concernant votre mission durable. Donc vous dites que vous avez pour objectif d'être durable. Cependant, sur tous les graphiques, on voit une consommation qui croît, une consommation donc électrique, énergétique qui croît, une population qui croît. Donc est-ce que c'est durable ? Si oui, comment ? Et à quel stade nous allons devoir réduire notre consommation par habitant pour pouvoir continuer à vivre dans les années à venir ? Alors d'abord, non. Sur les slides, on ne voit pas une quantité d'énergie qui croît, mais une quantité d'électricité qui croît. Hein. Alors c'est con, j'ai un slide, mais je ne l'ai pas là, où on voit justement ce transfert. C'est-à-dire que, je le mettrai pour la prochaine fois, dans mes supports en annexe. En fait, la quantité d'énergie pour se transporter, elle est en chute libre du fait de l'électrification, à cause de ces histoires de rendement. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, on n'est pas politique, donc on n'est pas là pour influencer les politiques. En revanche, on essaie de prévoir ce qui va se passer. Dans nos scénarios, on a, comme toute entreprise qui se respecte, un scénario haut, un scénario bas, un scénario de référence. Et notre scénario de référence, il est en décroissance démographique. D'accord ? Et en transfert modal, c'est-à-dire qu'on considère que le véhicule, il va y avoir des déplacements qui se font aujourd'hui en voiture et qui seront demain dans d'autres modes, soit plus légers, type vélo, trottinette, etc., soit transport en commun. Donc déjà ça c'est un premier élément de réponse. Mais moi je suis un industriel, je ne suis pas un prof en socio, enfin, bref, je ne suis pas là pour dire ce qui devrait se passer, mais pour prévoir ce qui va se passer pour qu'on se prépare. Voilà, c'est ça la nuance. Après, globalement, notre conviction, et pas que parce qu'on distribue de l'électricité, c'est que l'électrification est un moyen de réduire considérablement la quantité d'énergie nécessaire pour chaque individu. Après, ça va avec la sobriété. Typiquement, nous, à chaque fois qu'on le peut, on lutte contre les très grosses voitures, très très lourdes, qui sont occupées la plupart du temps pour faire 20 km par une personne. Ça, c'est quand même une gabegie incroyable. Alors après, c'est super sympa, valorisant, etc., etc. Pour les gens de ma génération, j'espère que pour les gens de votre génération, vous mettrez les critères de valorisation sur d'autres choses. Oui, ça l'est encore malheureusement, je dirais. Mais un des gros sujets, c'est celui-là, quoi. C'est vraiment de travailler là-dessus et d'arriver à multiplier, à optimiser chaque moyen de transport en fonction de ce qu'il permet de faire. Alors, il y a plein de slides avant le slide de conclusion. Il faudra faire un sujet. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé d'hydrogène là, mais j'ai vu des photos d'un groupe électrogène pour alimenter une scène de concert avec du fioul. Et vous avez un réservoir qui tiendrait devant nous là. Et le même avec de l'hydrogène où il faut 2 semi-remorques, quoi. Il y a un sujet aussi de la quantité, de la densité d'énergie, de la quantité d'acier qu'il faut pour construire tout ça, qu'il faut voilà. Après, j'ai compris qu'il y avait un conducteur de véhicule électrique dans la salle, mais quand vous avez switché, que vous êtes passé à l'électrique, notamment pour ceux qui ont connu le thermique longtemps, il y a vraiment une révolution qui se fait, c'est que là où on avait une voiture, on va rester chez Renault, une Clio, une Twingo, thermique qui vous permet de faire tous vos déplacements quotidiens et d'aller voir votre grand-mère à l'autre bout de la France une fois par an, c'est la même véhicule qui vous fait plein d'usages. C'est vrai pour la Twingo, la voiture de l'étudiant, mais ça marche aussi pour un poids lourd, etc. etc. Demain, ça ne marche pas en électrique. C'est qu'il va falloir spécialiser une voiture pour faire du long trajet. Ce n'est pas la même qu'une voiture pour faire du court trajet. Et il va falloir qu'on roule avec des petites voitures, avec des petites batteries, 40 kWh, 50 kWh max, pour faire tous ces trajets au quotidien. Et le jour où on fait un long trajet, on fait autrement, ou alors on accepte de le faire en plusieurs fois en prenant le temps. Voilà, c'est des choses comme ça qui doivent arriver dans les changements de mentalité.
Il y avait une question là, on n'a plus le temps. On va finir la présentation et puis on verra s'il y a des questions. Non, mais j'ai fini, pour, voilà. C'est bon? Ouais. D'accord, donc on prend une dernière question et puis on va conclure. Ah bon. Finalement, on change d'interlocuteur. Alors, merci pour votre présentation de votre présence. Alors, ma question, c'est est-ce que le pilotage de la recharge des véhicules électriques au moment de la production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque, est une solution à long terme? Vache. Ça, c'est une question très difficile, qui paraît simple, mais qui est très difficile. Alors, même réponse que je fais comme à chaque fois, ça dépend. Non, en gros, pour être honnête, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est hyper satisfaisant de dire j'ai acheté une voiture électrique pour éviter d'émettre du CO2, notamment autour de chez moi, de la charger au moment où les panneaux photovoltaïques produisent un maximum. C'est hyper satisfaisant intellectuellement et sociologiquement et même d'un point de vue CO2 peut-être, c'est pas sûr. Économiquement, on n'est pas certain du tout en fait. Voilà. Donc globalement, ce qui est vrai et ce qu'on voit en Californie notamment, où il y a où ils sont en avance par rapport à nous sur la partie production, c'est que ce qu'ils appellent la duck curve là, c'est que on a de l'excès solaire qui arrive et qu'il faut qu'on en fasse quelque chose. Et la voiture électrique, comme ça revient même qu'on la charge à midi ou à 2h du matin, pour le roulage du lendemain, ça revient au même. Du coup, ça serait intéressant de la mettre pendant la production solaire. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On a des thésards, des recherches, des labos, on a des partenaires avec des industriels. On est en train de regarder ça dans tous les sens. Intellectuellement, oui. Économiquement, on n'est pas encore complètement sûr. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, l'électricité va être pas cher, voire peut-être même gratuite, entre 14h et 16h en été, très souvent. Et donc, du coup, il faut qu'on aille chercher ça. Ce qui est certain aussi, c'est que quand on pilote, on arrive à baisser l'écrêtement en Espagne de la production solaire. Donc, du coup, en termes de CO2, on a un bilan qui est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est vrai à l'échelle de 18 millions de voitures en France, tous les jours? Je ne sais pas encore répondre. Il faut me laisser encore 2 ans et je vous répondrai. On va devoir conclure. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir chaleureusement Axel. Donc, merci. Oh là, ça a été... Ah. Voilà, donc merci pour ceux qui nous ont joints et qui ont loupé le début. Je rappelle que c'était la dernière causerie de la saison, mais la dernière causerie tout court des 10 saisons qu'on vous a proposées. Merci à tous, merci à tous mes collègues, merci à tous nos campus qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous suivent depuis 10 ans, tous les mardis de 13h à 14h. Vous avez la possibilité de retrouver les 4 dernières saisons sur YouTube, sur la playlist, à part quelques-uns pour droit à l'image, mais c'est assez peu significatif. Allez vous cultiver, vous informer, c'est vraiment ça qui fera de vous un meilleur citoyen, un meilleur professionnel, ça dans tous les aspects de votre vie. Merci encore, c'était un plaisir et pour de nouvelles aventures très bientôt.